Madame, Monsieur, bonsoir. Autonomisation économique des femmes au Maroc, au menu de questions éco. Commençons avec des chiffres. La récente étude sur les coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du travail au Maroc, publiée par la Direction des études et des prévisions financières et ONU Femmes, ressort que sur près de 10,5 millions de Marocains qui travaillent, le nombre de femmes actives a atteint seulement 2,4 millions pendant le deuxième trimestre de l'année 2020 et ce chiffre est en baisse de 230 000 postes par rapport à la même période de 2019. Autre chiffre, la part des femmes dirigeantes d'entreprises aussi entre 3 et 17%, selon bien sûr le secteur d'activité. Et puis, d'après la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, 34% des femmes au Maroc souhaitent créer leur entreprise. En France, elles sont seulement 17%. Une volonté rassurante quand la réalité est tout autre. Le taux de création d'entreprises par des femmes était en 2015 de l'ordre de 12%, et puis en 2018, il est descendu à 10%, et ce, selon les chiffres de l'Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc. Ce n'est pas tout. La sous-représentation des femmes dans le tissu économique est également confortée par l'une des caractéristiques révélées récemment par une enquête du Haut Commissariat au Plan, le HCP, à savoir un management des entreprises marocaines faiblement féminisé, où le taux de féminisation ne dépasse pas 10%, soit à peine 8% dans les grandes entreprises et 13% au niveau des TPME marocaines. Pourtant, les chiffres ont prouvé qu'en réduisant du quart la différence d'activité entre les hommes et les femmes, cela conduirait à une hausse du PIB par habitant pouvant aller jusqu'à 10%. Et si on parlait solutions et alternatives? Dans une note publiée par le think tank marocain Policy Center for the New South intitulée « Autonomisation économique de la femme marocaine au-delà du mode compassion », l'enseignante, chercheuse et directrice de recherche au Policy Center for the New South, professeur Bouchra Rahmouni, propose un large éventail d'outils pour insérer durablement et formellement les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle sera avec nous ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite depuis le siège du Policy Center for the New South à Rabat, professeur Bouchra Rahmouni. Bonsoir, professeur Rahmouni. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes également professeur affilié à l'Université Mohammed VI Polytechnique et à l'Université de New York. Alors, si on commençait par le commencement, je vais commencer avec des chiffres, mais commençons peut-être par définir qu'est-ce que c'est que cette autonomisation économique des femmes et surtout les spécificités marocaines de ce concept. Alors, l'on peut définir l'autonomisation des femmes comme un processus par le biais duquel la vie des femmes est transformée, parce qu'elles vont passer d'une situation dans laquelle elles ont des pouvoirs limités à une situation dans laquelle elles vont disposer des mêmes pouvoirs que les hommes. Donc les aspects économiques, sociaux, personnels et politiques de l'autonomisation des femmes sont liés, et il faut dire qu'un changement positif dans l'un de ces aspects ne peut être durable et ne peut donner des résultats concrets sans avancer dans les autres domaines. Alors, il est essentiel aussi de donner les moyens aux femmes de participer pleinement à la vie économique dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l'activité économique, parce que l'autonomisation des femmes, une autonomisation effective des femmes permettrait d'atteindre 5 principaux objectifs. C'est édifier des économies solides, établir des sociétés plus justes, réaliser des objectifs internationalement acceptés en matière de développement, de durabilité et de droits de l'homme, songer aussi ou permettrait à améliorer la qualité de vie des femmes, des hommes, des familles et des communautés, et aussi promouvoir l'activité et les objectifs, promouvoir l'activité des initiatives féminines et aussi promouvoir les objectifs de croissance. Alors, quant à la particularité marocaine, on peut dire qu'il y a une particularité principale, c'est que le Maroc dispose d'un cadre juridique favorisant l'autonomisation des femmes avec une
difficulté à surmonter, c'est celle de la mise en pratique des textes qui traduisent une volonté et une vision royale qui mettent cette autonomisation des femmes au cœur central des priorités. Donc, alors, outre la non-application de certaines lois en faveur de l'autonomisation des femmes au Maroc, et aussi sur la base des chiffres que j'ai précités en introduction, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la situation de l'autonomisation des femmes laisse réellement à désirer? Si on devait dresser un état des lieux général, Bouchra Rahmouni. Alors écoutez, dresser un état des lieux revient à aussi s'arrêter sur la question de la démographie. Parce que donc, d'après les projections du Haut Commissariat au Plan, le nombre des femmes continuera de dépasser celui des hommes en 2021. Donc la femme marocaine représente plus de la moitié de la population et on peut dire qu'elle a toujours contribué au développement des sociétés en général. Alors pour faire un état des lieux de l'autonomisation des femmes au Maroc, je vais m'arrêter au niveau de deux indicateurs importants. Le premier indicateur, c'est celui de l'éducation. Au Maroc, donc, le taux d'analphabétisme féminin a connu une baisse remarquable puisqu'il a diminué de moitié. Et la scolarisation, elle semble s'équilibrer entre hommes-femmes selon le Global Gender Report de 2020. Deuxième indicateur, c'est celui du taux d'activité. Alors, le taux d'activité des femmes sur la période 99-2019 reste très faible, enregistrant un écart d'à peu près 40% avec celui des hommes. À ceci s'ajoute aussi la variable du lieu d'habitation, parce qu'en milieu urbain, de 1999 à 2019, parce qu'on préfère rester sur la même période pour apporter une analyse cohérente, c'est que le taux d'activité des femmes se situait autour de 20%, contre 78% de celui du taux d'activité des hommes en milieu urbain. En milieu rural, à la même période, le taux d'activité des femmes oscillait entre 30 et 40%. Alors par ailleurs, en 2019, le taux d'emploi femmes se situait autour de 18,6% contre 65,5% pour les hommes. Et on peut dire aussi qu'en 2019, les femmes en dehors du marché du travail représentaient 78,5% de la population féminine. 75% d'entre elles sont des femmes au foyer. Vous avez cité ces chiffres. Malheureusement, il est en baisse. Le taux d'activité des femmes dans l'économie est en baisse par rapport à il y a 10 ans, par exemple. Et pourtant, il y a 10 ans, beaucoup de textes de loi ont vu le jour. Mais alors, si on devait aller dans le détail, quelle est l'évolution des secteurs d'activité et surtout des CSP? Vous avez parlé de jeunesse pour les femmes actives, les jeunes femmes actives. Qu'en est-il des CSP, des classes socio-professionnelles, professeur Rahmouni? Alors, effectivement, vous avez mis en exergue le constat selon lequel il y a une faible participation des femmes à l'activité économique, une participation en baisse. Alors, il convient de noter, effectivement, si on parle de catégories socio-professionnelles, que cette baisse, on la remarque beaucoup plus en milieu urbain et chez les jeunes, donc avec pratiquement 22% en moyenne en 2018. Donc le taux d'activité des femmes reste l'un des plus faibles dans la région MENA. Ce taux d'activité révèle un écart genre important, d'accord? Alors, c'est par ailleurs un écart qui se creuse davantage entre les hommes et les femmes résidant en milieu urbain, qui se situe à peu près, cet écart en milieu urbain est d'à peu près 55%. Alors, si on analyse la structure des femmes actives occupées selon les grands groupes de profession, donc les analyses révèlent que plus d'un tiers sont des ouvrières ou manœuvres agricoles ou de la pêche. Alors, la structure donc de l'emploi féminin selon le statut professionnel, je l'ai précisé, donc diffère d'un milieu de résidence à l'autre selon toujours le HCP. En milieu rural, les femmes sont principalement des aides familiales. Dans le milieu urbain, plus de 8 femmes actives occupées sur 10 sont des salariés.
Très bien. Et donc, revenons à cette policy note ou ce policy brief dont vous êtes l'auteur, Bouchra Rahmouni, intitulé, rappelons-le, Autonomisation économique de la femme marocaine au-delà du mode compassionnel. Alors, au-delà du mode compassionnel, ou j'ai envie de dire au-delà de la RSE, de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, où se situe le rôle de la femme? Alors écoutez, déjà quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, elle est définie comme la prise en compte par les entreprises sur la base volontaire et parfois juridique des enjeux environnementaux, socio-économiques et éthiques dans leur activité. En d'autres termes, la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. L'autonomisation des femmes est un enjeu du développement durable. Donc, une entreprise qui pratique la RSE va chercher à avoir un impact positif sur la société, tout en étant économiquement viable, bien sûr, et en veillant à améliorer 7 axes principaux. Alors, pour répondre à votre question, on va se focaliser sur le 7e axe, qui est celui de la communauté et le développement local. Donc, au-delà de la RSE, il est important de garder à l'esprit le rôle de la femme, cette femme qui doit assumer un rôle c'est-à-dire qui fera en sorte qu'elle va contribuer de façon active, dynamique à la croissance économique tout autant que l'homme. Il s'agirait donc de considérer la femme comme un levier de développement durable et de croissance inclusive et de proposer un accompagnement sans faille et à forte valeur ajoutée. Bref, être un agent actif dans la chaîne de l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin. Alors, et pour être efficient, il faut aussi une formation. Bouchra Rahmouni, comment former l'entrepreneur, la femme entrepreneur de demain? Alors, former la femme entrepreneur de demain, là, on pourrait aussi penser à plusieurs outils pour promouvoir cet entrepreneuriat féminin. Donc, il y a 2 préoccupations majeures qui ressortent. La première, c'est l'éducation. Dans un premier temps, il faut veiller à promouvoir cette éducation, cette formation à l'entrepreneuriat féminin. Deuxième préoccupation, c'est l'accès à l'information, parce qu'il est nécessaire de banaliser l'information, de vulgariser l'information afin de la rendre accessible à une grande partie des femmes. Alors, il est important d'agir dans cette formation sur une double culture, la culture acquise et la culture apprise. Alors, sur la culture acquise, il est important de transmettre au sein de l'environnement familial, vous savez, cette fibre, ou plutôt pas transmettre, mais plutôt encourager la fibre à l'entrepreneuriat familial. C'est-à-dire, autrement dit, sensibiliser les parents de façon à ce qu'ils encouragent, vous savez, à cette conjugaison de l'entrepreneuriat au féminin. Agir sur la culture apprise, il sera question, au-delà du corpus théorique, de proposer à tous les niveaux, et ce de façon adaptée à chaque niveau, du primaire au supérieur, un contenu pédagogique, plus réactif et toujours plus proche de la réalité de l'entrepreneuriat féminin. À cet effet, donc, et pour être aligné au XXIe siècle, on pourrait recourir au e-learning, aux serious games immersifs, et favoriser l'entrée de l'entrepreneuriat féminin dans l'école à travers l'intervention des professionnels qui soient du secteur public ou du secteur privé, au niveau des collèges, des lycées, des universités. Et donc cet intérêt pour l'entrepreneuriat féminin devra aussi se manifester au sein des OFPPT et au sein des écoles de ce qu'on appelle les écoles de seconde chance. Donc parallèlement, aussi, il est important de changer le narratif du leadership, à savoir passer d'un leadership à tendance masculine à un leadership féminin qui repose, on peut regrouper les caractéristiques de ce leadership féminin, donc il pourrait reposer sur 5 principales caractéristiques. On pourrait dire un management humain, une coopération, une collaboration multiscalaire, le leadership horizontal, l'intégrité envers l'entreprise et l'équilibre entre vie professionnelle et
personnelle. Donc, il va sans dire que le passage d'un modèle de leadership à un autre ne peut se faire que par, peut-être au risque de me répéter, donc que par un choc, c'est c'est le choc de la parité et le choc de la convergence entre toutes les initiatives, les textes et les actions, donc de façon à assurer ou à réussir cette autonomisation de la femme. Oui, mais en entreprise, voilà, le taux de féminisation est que de 8% dans les grandes entreprises et 13% dans les TPME. Je parle là des postes de management. Vous avez parlé de changer le narratif de leadership. Encore faut-il accéder à ces postes de leadership ou de management. Finalement, on a l'impression que c'est une réelle utopie. Et ce n'est pas propre au Maroc, hein, n'est-ce pas, professeur Rimouni? Mais on a du mal à mettre les femmes aux commandes, tout simplement. Alors écoutez, bon, une utopie, vous savez, quand on parle d'utopie, c'est quelque chose, c'est un rêve qu'on ne peut jamais atteindre. C'est un peu, on est dans un peu du platonique. Maintenant, il faut dire que l'accès des femmes aux postes de responsabilité est une tâche ardue, à mon sens, parce que, vous savez, vous avez on parle de plafond de verre, de cristal ou tour d'ivoire, vous voyez. Donc, alors, c'est-à-dire que on a une réalité qui veut que on engage des initiatives, on met en place des textes pour que cette effectivement responsabilité ou l'accès des femmes aux postes de responsabilité devienne une réalité. Comment dirais-je, mais on est face à un taux de féminisation de la fonction publique qui a connu sur le plan quantitatif une certaine évolution, du fait que le taux de féminisation est en nette évolution depuis 2001, passant de 10% à 39% en 2016, selon ONU Femmes. Alors, par ailleurs, ce qui est intéressant ici est de voir la répartition aussi régionale. Il existe une prédominance des femmes au niveau central. Et aussi, il y a le taux de féminisation qui est de 43%, par exemple, dans les services centraux, contre 39% dans les services déconcentrés. Alors, toujours si on prend le cas de la fonction publique, par exemple, le taux de féminisation des postes de responsabilité dans la fonction publique marocaine est de 22%. C'est un taux qui varie selon l'importance du poste de responsabilité. Alors, de 22%, par exemple, pour les postes de chef de service, chef de division, à plus de 15% pour des emplois supérieurs, donc tels que secrétaire général, directeur, inspecteur général, etc. Donc, à cet effet, pour renforcer davantage la place de la femme dans les postes de responsabilité, il y a un besoin pluriel de revisiter le contexte juridico-institutionnel de la féminisation des postes de responsabilité, instaurer des mesures permettant de concilier entre vie familiale et vie professionnelle avec pour pilier la transformation numérique, mettre en place et renforcer les modalités de reporting sur la féminisation des postes de responsabilité, consolider des actions d'incitation et d'accompagnement en faveur des femmes et pour terminer, renforcer le leadership des femmes. Et quel est le rôle des hommes dans tout cela ? Écoutez, le rôle des hommes dans tout cela est primordial. On peut dire que le rôle des femmes et des hommes, des uns, et des unes et des autres dans l'autonomisation des femmes est complémentaire. Alors, l'erreur à commettre serait de faire abstraction des hommes ou des femmes dans ce processus, puisque les deux parties sont les principales concernées et doivent travailler ensemble pour une meilleure insertion, pour une meilleure intégration et une meilleure inclusion de la femme. Alors, les hommes, dès la socialisation primaire, je dirais les hommes et les garçons, parce que donc, dès la socialisation primaire et secondaire, devraient être sensibles et concernés par des problèmes tels que l'autonomisation économique des femmes. Alors, les femmes ont des droits fondamentaux qui doivent être reconnus et respectés par l'ensemble des parties prenantes de la société. Donc, les familles, les communautés, les États ne peuvent atteindre des niveaux, il faut dire optimaux, de bien-être social, économique et physique lorsque la moitié de la population est exclue ou fait l'objet de discrimination. Donc les droits de la femme, on peut dire, sont inextricablement liés à toutes les questions relatives aux droits de l'homme, H majuscule, et toutes les femmes
et toutes les formes d'inégalité qui entravent le développement durable et qui, en fin de compte, affectent tous les individus, hommes et femmes. Alors, il s'agit aussi dans votre policy brief des régions et de l'importance de la régionalisation pour cette inclusion féminine dans l'économie. Comment ? Alors écoutez, comment une approche innovante. Donc, vous m'avez reçu, Khadija, il y a plus d'une semaine. J'avais parlé effectivement de la déclinaison des politiques publiques au niveau des territoires. Je rajouterais que dans la perspective de la régionalisation avancée, il serait donc opportun de réfléchir à la mise en place d'incubateurs, de réseaux régionaux de l'entrepreneuriat féminin pour promouvoir les initiatives féminines et pour diffuser les bonnes pratiques au sein des territoires. Alors d'un autre côté, les pôles de compétitivité régionaux devraient être capables de dynamiser ce type d'entrepreneuriat. Alors autrement dit, ils devraient être très sensibles et accorder une attention particulière à l'entrepreneuriat féminin. Alors on ne cessera de le répéter, de région en région, les défis auxquels les femmes doivent faire face ne sont pas les mêmes. Parce que les préoccupations des femmes dans la région de Tanger, Tétouan, Al Hoceima, de l'Oriental Fès, Meknès, Rabat Salé, du nord du nord au sud, jusqu'à la région Nayoun, Saqi al-Hamra, Dakhla Ouad Dahab. Donc les besoins ne sont pas les mêmes, les spécificités ne sont pas les mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il est important de procéder à des diagnostics territoriaux de besoins d'entrepreneuriat féminin ou d'autonomisation de la femme de façon à dégager les forces, les faiblesses par région et aussi les opportunités et les menaces, vous savez, les opportunités à saisir pour effectivement réussir cette transition vers une autonomisation réussie de la femme et aussi donc et les menaces, tout ce qui pourrait entraver cette autonomisation. Alors au niveau des régions, je voudrais aussi parler de la 13e région, le rôle de la 13e région, les Marocains résidant à l'étranger qui peuvent aussi représenter un levier de développement de l'entrepreneuriat féminin via du mentorat, des financements et la promotion à la création des entreprises féminines et faire bénéficier de la connaissance et de l'expertise acquis dans ce domaine, je veux dire, de l'entrepreneuriat féminin dans leur pays de résidence et in fine amener les bonnes pratiques. Et vous avez parlé d'entrepreneuriat féminin. Il y a des femmes aujourd'hui entrepreneurs, mais malheureusement, et d'ailleurs la Covid-19 a mis la lumière finalement sur ce phénomène de l'informel et qui touche finalement beaucoup de femmes parce qu'elles créent leur petite entreprise, entre guillemets, elles entreprennent, mais cela reste dans l'informel. Alors, quelle résilience économique pour ces femmes, notamment dans l'informel ? Alors écoutez, tout d'abord, je saisis l'occasion pour saluer toutes ces femmes qui ont été omniprésentes et qui ont joué un rôle primordial effectivement durant toute cette période. Alors si je peux juste avancer des chiffres, elles représentent 57% du personnel médical, 66% du personnel paramédical et 64% des fonctionnaires du secteur social. Elles ont joué un rôle et non pas des moindres puisqu'elles ont été en première ligne dans la lutte contre la Covid-19, jouant ainsi un rôle, je dirais, disproportionné dans la réponse à la maladie par rapport aux hommes. Alors, outre aussi cette nature dangereuse de la gestion de la pandémie, cette crise elle est venue amplifier l'effet sur l'emploi féminin qui est d'ores et déjà affaibli et par une maigre année agricole. Alors, sachant que les femmes sont considérablement présentes dans les secteurs impactés par la Covid-19, donc automatiquement, l'emploi féminin a été affecté parce qu'il ne faut pas oublier que l'industrie compte pour 1/10 des emplois féminins. Le commerce totalise environ 5% des emplois féminins.
La restauration et hôtellerie dans les 20% des effectifs de sexe féminin. Alors sur la question de l'informel, bien sûr qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de femmes travaillent aussi dans l'informel. Donc il est important d'apporter une alternative et songer à formaliser quelques emplois de l'informel et veiller au développement et à la promotion du statut d'entrepreneur qui permettrait non seulement, je dirais, l'essor de l'activité économique féminine à travers la sensibilisation de la population féminine à ce concept, mais aussi permettrait d'inclure beaucoup plus de femmes dans la sphère formelle de l'activité. Très bien. Un dernier mot peut-être sur les politiques publiques et ce qui reste à faire. Brièvement, je vous prie, Bouchra Rahmouni. D'accord, brièvement. Alors, écoutez, il faut dire que le Maroc a fait d'énormes avancées en matière d'institutionnalisation, de l'égalité et de la parité, et dans le rapport Les femmes, entreprises et droits 2020. Donc, il faut dire que le Maroc dépasse largement la moyenne MENA, la moyenne mondiale et la moyenne subsaharienne. Maintenant, le cadre et les textes favorisant l'émancipation des femmes sont là. Ceci dit, la promotion de l'autonomisation des femmes appelle à la réflexion sur un écosystème cohérent et complet, favorisant un accompagnement sans faille. Les politiques donc publiques devraient se pencher sur la formalisation de réponses capables de dynamiser toutes les composantes institutionnelles d'un écosystème marocain de l'autonomisation des femmes pour une meilleure transition à la société 5.0. Merci beaucoup. Merci Bouchra Rahmouni, directrice de la recherche au Policy Center for the New South, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.